Alors bonjour à tous et à toutes, Valentin Franc avec vous pour ce point de marché. Nous sommes le mardi 13 février 2018. Comme vous avez pu le lire, aujourd'hui l'annonce majeure sera l'inflation du Royaume-Uni. Demain, il y aura l'inflation américaine. Donc voilà, c'est les deux annonces les plus attendues peut-être de la semaine. Et donc nous allons voir un petit peu ce qu'on peut préparer sur le marché. On va commencer tout de suite par l'avertissement indicateur sur les risques. Le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. La présentation est à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. On va faire un rapide tour de la séance, du résumé de la séance américaine et asiatique. On peut voir qu'on a eu un très beau rebond à Wall Street en même temps que les indices européens hier. On a un retour d'appétit pour le risque depuis l'ouverture des marchés cette semaine. Le Dow Jones qui rebondit de 1,70%, le Nasdaq 1,56, le S&P 1,39. On a DXY qui est en légère baisse. En légère baisse, le rendement du T-Note qui se stabilise à 2,85. Le yen qui prend 1,06% ce matin. Le gold 0,30. Le Nikkei qui perd 0,65 avec la corrélation du yen. Et le Hang Seng 1,31. Alors on va pas trop traîner sur le calendrier économique qui est assez light comme vous pouvez le constater. L'IPC et l'IPC Core à 10h30 attendu en léger ralentissement. 2,9% pour l'IPC annuel contre 3% pardon précédemment et l'IPC Core qui est attendu à 2,6 donc en accélération comme aux États-Unis. Demain aux États-Unis, alors c'est pas les mêmes chiffres, mais globalement l'IPC classique est attendu avec un point de repli, avec un point de ralentissement, et l'IPC Core est attendu avec un point en plus. Bonjour Valentin, à votre avis, quelle paire GBP va le plus affecté par l'annonce de 10h30? Alors on va voir ça dans un petit instant en live, jusqu'on va passer sur la plateforme. Phil, bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Pierre-Yves que je salue également. Et envisagez-vous une forte volatilité si le chiffre est égal au consensus? Alors non, s'il est égal au consensus, concrètement, ça ne devrait pas changer grandement la volatilité. En ce moment, quel est l'état d'esprit du marché? Je vous rappelle, la BOE dans son dernier compte rendu et dans son dernier discours de Marc Carney ont indiqué qu'il pourrait avoir une hausse des taux plus rapide que ce qui était prévu précédemment. Donc concrètement, le marché il attend un peu plus d'indices de confirmation pour euh, pour raccourcir encore la date du la prochaine hausse des taux. Parce qu'actuellement, je vous rappelle qu'au début du mois de janvier, le marché spéculait sur nos taux mois novembre, décembre de cette année. En fin janvier, c'était pour l'été. C'était pour août, septembre. J'ai pas regardé les dernières statistiques. Je ne sais pas si on a des nouvelles. Mais à mon avis, depuis le compte rendu, ça a bien changé. Et ça devrait être, à mon avis, au mois de juin. Voilà, donc on va voir. Mais bon. En tout cas, il y a une date qui se raccourcit. Donc plus l'inflation va rester élevée et plus le PIB va augmenter. Enfin, plus l'inflation va augmenter et plus il y aura de chances que la probabilité augmente. Et également, le PIB, plus il va augmenter, plus il y aura de chances que la hausse des taux augmente. Enfin, qu'on ait une hausse des taux, tout simplement. Bonjour Ophil, bonjour Ramsey, François, Catherine, que je salue également. Donc, en clair, le marché, cette inflation, elle sera très importante parce que si on a une accélération, si on a une inflation inchangée, alors que le marché spécule sur une baisse de l'inflation, dans ce cas-là, on aura clairement un livre sterling bullish. Et, euh, et par ailleurs, on peut voir que là, ce qu'attend le consensus, c'est non pas une baisse de l'inflation globale, mais c'est plutôt une baisse, enfin c'est une hausse, pardon, de l'inflation sous-jacente. Ce qui veut dire que là, on a enlevé l'essence et les produits alimentaires. Donc en fait, le marché anticipe une baisse de l'inflation, mais qui est entraînée par la baisse soit des produits alimentaires, soit par ceux de l'essence, parce que l'inflation corps est attendue à la hausse, en accélération. Donc si c'est confirmé, ça sera bullish livre sterling. Voilà. Et donc on va voir ensuite tout de suite le GBP. Il y a trois choses que je veux voir avec vous. Il y a le gaz, qui est d'un point de vue technique sur un niveau de support majeur. Il y a la force relative gold argent, qui est très intéressante. Et il y a ces fameuses paires en GBP. Donc on va commencer cette fois-ci par les matières premières, si vous voulez bien. Regardez le gaz sur ce niveau de support qui a été testé, qui n'a pas été cassé réellement depuis le mois de l'été 2016. Donc voilà, il est sur un support technique. Moi je pense que l'achat se valide
sur ce niveau de prix. Voilà, je pense que ça se valide avec un stop sous le précédent plus bas. Viser les 3 $, ça me semble possible. En tout cas, au vu de l'analyse technique, ça semble très très intéressant. Voilà, si par exemple, regardez, on met un stop un petit peu en dessous, donc à 70 points, et on vient chercher les 3 $, 70 pour 400 à peu près, 70 pour 400, ce qui fait un ratio de plus de 4, ce qui est assez intéressant. Donc 400 pardon, excusez-moi, 400, ce qui fait bien plus de 4, ce qui fait alors ce qui fait plus de près de 6, hein. Donc voilà, c'est plutôt intéressant. Ce qui est plutôt intéressant, ce ratio risque-rendement au niveau de l'analyse technique, voilà, moi ça me semble assez intéressant en H4. En H4, on peut voir qu'on est en train de faire un bottom. Il y a même une divergence enfin en tout cas, on a un bottom qui a été créé. On n'a pas de divergence, pardon, sur la MACD, on a une divergence. Vous voyez, on a une divergence sur la MACD, donc voilà, je pense qu'on est sur un niveau de prix très intéressant. On continue sur les matières premières avec cette force relative gold silver. Alors qu'est-ce que représente cette force relative? Si vous me suivez depuis maintenant pas mal de temps, vous commencez à connaître ce qu'est une force relative. C'est tout simplement bien la force relative entre deux actifs. On peut pas être plus clair. En clair, si on a la courbe qui est haussière, on a l'or qui surperforme en relatif, pas en absolu, donc pas en dollars mais en relatif, en pourcentage. C'est-à-dire que l'or surperforme l'argent. Et si c'est baissier, c'est-à-dire que l'or sous-performe l'argent. Voilà, et donc là, on peut voir que cette force relative, l'historique qu'on a depuis 1997, eh bien, on peut voir qu'elle atteint une zone de résistance, c'est-à-dire que l'or se paye à peu près 80 fois plus que l'argent. Voilà, donc si je devais tracer cette zone, elle serait par là, voilà. Donc là, on a une zone de résistance, ce qui veut dire qu'il y a plus de chances que le silver demain surperforme. Alors ça ne veut pas dire que le gold va être baissier, ça veut tout simplement dire que l'argent a des chances de surperformer l'or. Donc si vous êtes haussier sur l'or, faut mieux se positionner sur le silver, sur l'argent. Parce que, d'après cette force relative, il y a des chances, d'un point de vue de l'analyse technique, que l'argent surperforme l'or d'ici les prochains mois. Parce que vous voyez qu'on est sur un graphique quand même mensuel. Donc il faudra être patient. Mais là, c'est simplement pour dire que cette année, on aura probablement le silver qui fera une meilleure performance que l'or. Voilà, donc si vous voyez une bonne stratégie sur l'or, n'hésitez pas à regarder le cours de l'argent. Si vous avez la même configuration technique, il y aura plus de chances normalement que l'argent soit aussi au vu de l'analyse technique. Maintenant, si on a cette force relative qui casse ces deux résistances, dans ce cas-là, on pourra oublier la surperformance de l'or. Mais c'est pas parce que ça casse, c'est pas parce que la courbe est haussière que l'argent est baissier, hein. On parle bien de surperformance, on ne parle pas de hausse ou du baisse d'un actif. Voilà, c'est vraiment une force relative. C'est pas parce que la courbe est baissière que l'or est baissier face au dollar. D'accord? C'est juste qu'il sous-performe l'argent. Voilà, donc gaz qui m'a l'air intéressant. L'argent, si on regarde un petit peu la analyse technique, on peut voir que c'est ce niveau de support vers les 16 $ qui est intéressant. Le RSI qui a fait un bottom un petit peu, qui a fait un plus bas. Après, je trouve qu'il n'y a pas vraiment d'analyse technique très intéressante en ce moment sur l'argent. Donc voilà, je m'abstiendrai de donner un scénario, mais en tout cas, s'il revient sur 16 $, je pense à un niveau de prix qui serait assez intéressant. Alors on va retracer le niveau de support résistance, ça fait quand même pas mal de temps. Mais alors, on va se mettre le graphique en prix, enfin en ligne. On va mettre le graphique en ligne et on va pouvoir tracer les supports résistance. Donc là on a une résistance. On voit que cette résistance en fait c'est celle-ci. Ensuite on va voir une résistance ici. Et voilà, je pense qu'on est plutôt bon au niveau des supports et des résistances. On va essayer de trouver des supports résistance intermédiaires.
Voilà, donc je pense que là nous avons suffisamment de support résistance. Et donc voilà, là on est, ah bah au final le cours qui a rebondi sur un support à 16,19, 16,19. Donc on avait le signal haussier hier, on peut voir que ça progresse ce matin. Pourquoi on a eu le signal haussier hier? C'est parce que, enfin cette nuit, parce qu'on a eu la clôture hier qui voilà a confirmé la jambe de hausse et donc là on a un signal technique concrètement. Donc si on passe à l'achat, on met un stop donc en dessous du précédent plus bas, ce qui fait 42 pips de risque. Et si on vient viser cette oblique haussière pour 124, ce qui fait un ratio de 3, ce qui est plutôt assez intéressant. Donc voilà, l'argent, il y a aussi potentiellement un scénario assez intéressant en ce moment, plus que l'or. Avec l'or, l'objectif a été atteint. L'objectif numéro 2 à 1300 ne l'a pas été pour le moment. Mais voilà, si oui, c'est du gold. Globalement, l'argent, si vous superposez l'argent et le gold, c'est pareil. C'est pour cela que si vous êtes haussier à or, vous serez haussier à argent, normalement. Et c'est pour cela que cette courbe, cette force relative n'indique pas si la courbe est baissière, c'est pas faut vendre le gold. C'est juste une sous-performance. Mais donc si on regarde le gold, on superpose l'argent. L'argent qu'on va mettre en gris. On va se mettre sur 5 ans par exemple. Vous voyez que c'est globalement la même chose. Et là on a un spread qui se dessine. Vous voyez, on a un écart de plus en plus grand. On a un écart de plus en plus grand. Donc c'est pour ça qu'on a une super-performance qui est probablement à venir de la part du silver. C'est tout simplement pour rattraper l'argent, pour rattraper l'or, pardon. Vous voyez ici, donc là ils avaient commencé au même prix. On avait eu un spread qui a augmenté. Et à un moment, bien que l'or a continué à progresser, on a le silver qui a superformé. Et là, si on superpose la fameuse force relative, vous allez tout de suite comprendre. Vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. Alors, on va la mettre en rouge. Voilà, et donc là, vous voyez que depuis ce moment-là, vous voyez la courbe en rouge, elle descend parce que le gold sous-performe. Pourquoi il sous-performe? Parce qu'en relatif, le silver augmentait beaucoup plus vite à ce moment-là que le gold. Et donc, vous voyez le spread qui s'était écarté. On a eu un spread écarté. Et plus il est écarté, et plus il y a de chances ensuite, vous voyez que le gold sous-performe. Et donc que le silver progresse plus rapidement en pourcentage. Voilà, donc là on voit qu'on a réatteint cette résistance. La force relative a réatteint cette résistance bientôt. Donc c'est probable, en tout cas il y a plus de chances. Si vous êtes aussi sur l'or, il faut peut-être plus s'intéresser sur le silver. Il y a potentiellement plus de pips à attraper. Combien en TP l'argent, James? Alors, comme je l'ai dit, à court terme, en swing trading, on a cette oblique haussière qui vient faire pression depuis, vous voyez, depuis l'automne 2016. Donc voilà, premier objectif, c'est un peu en dessous des 18 $. C'est les 17,50 à peu près. Vous voyez, c'est ce précédent sommet, voilà. Précédent sommet, 17,50, ça me semble un bon objectif. Si je devais tracer, voilà, si je devais tracer une zone de prise de bénéfice. Voilà, ça serait cela. Donc ça serait par ici et faut pas oublier l'oblique. Par contre, si on a une cassure de l'oblique, ça sera un vrai signal haussier tant sur l'or que sur l'argent, direction les 20 $. Voilà. On passe sur les paires majeures. En commençant par le DXY. DXY, on a une petite baisse. La moyenne mobile à 20 jours qui coïncide avec un support qui va permettre le rebond. En tout cas, c'est ce que j'espère pour voir un rebond plus important du dollar que ce qu'on vient de connaître. Donc demain, l'inflation américaine. Je rappelle que l'inflation c'est vraiment l'indice macroéconomique peut-être le plus influençant du forex en ce moment, surtout sur le dollar au vu de la hausse des salaires. Vous savez que vous avez pu constater que depuis début février, la volatilité qui est due du marché, c'est à cause de leur spéculation sur une hausse plus importante que prévu de la part de la Fed. Au lieu de 3 hausses des taux, il pourrait en avoir 4. D'ailleurs, on va regarder ensemble les probabilités de hausse des taux.
si vous me permettez, les probabilités de hausse des taux de la Fed. Qu'on regarde donc sur le site CME Group. Hein. Donc il y a déjà 3 hausses des taux qui sont pricées. La quatrième, qui est la courbe en noir, la quatrième a légèrement baissé, vous voyez. Elle est revenue aux alentours de 10-15%, voilà. Elle est vers 15%, cette quatrième hausse des taux. Elle est autour de 15, et donc si on regarde les probabilités, non, c'est ici, voilà. Là, donc, on a 77% de chances de probabilité d'avoir une hausse des taux en mars, 49 en juin, et pour le moment, la prochaine hausse des taux est pricée pour le mois de décembre. Donc pour le moment, il y a bien 3 hausses des taux qui est pricée. Vous pouvez voir qu'il y a seulement 14% de chances de connaître une quatrième hausse des taux cette année, au mois de décembre. Voilà, donc pour le moment, c'est pas du tout pricé, c'est pas du tout encore prévu par le marché. Mais justement, ce chiffre de l'inflation pourrait grandement faire changer cette probabilité. Si on a une accélération de l'inflation américaine, on aura le scénario de connaître 4 hausses des taux qui va se renforcer. Et qui dit une probabilité basse, qui dit une marge de progression importante. Et donc plus la marge de progression est importante, si elle est exploitée, cette marge de progression, si par exemple on est à 14% aujourd'hui, mais dans un mois on est à 60, ça veut dire que sur le dollar, on aura une forte hausse. Voilà. Ces probabilités se répercutent sur le prix du DXY complètement. C'est-à-dire que si on a des probabilités qui baissent, on va généralement avoir un DXY qui va baisser. Et vice versa. Voilà, donc le DXY, en attendant l'inflation, moi je reste neutre en intraday. Mais voilà, j'espère j'espère qu'on aura ce rebond plus important du dollar. En tout cas, l'objectif à 90 a été atteint, donc voilà, le TP1 a été clairement atteint. Le GBP. Donc le GBP USD, en attendant les chiffres de l'inflation à 10h30 heure française, on peut voir que le RSI fait un bottom. Bon, il n'est pas au niveau de prix au niveau que j'aimerais. Le niveau de support c'est 33, c'est celui-là que je surveille. Et au niveau du prix, c'est la zone inférieure du canal haussier que je surveille. Au-dessus, j'estime que c'est pas un bon prix d'achat ou même un excès si on est au-dessus du canal. Donc, voilà, concrètement, moi j'attends un repli sous cette oblique. Maintenant, ça ne se fera pas avec l'inflation, à part si l'inflation réduit, et l'inflation corps réduit. Si c'est le cas, on va probablement passer sous la moyenne mobile et sous la ligne médiane. Ce qui permettra d'un point de vue technique de rentrer à un niveau de prix beaucoup plus intéressant. Voilà, donc le GBP-USD, honnêtement, entre aujourd'hui et demain, je pense pas que ce soit la meilleure paire, ça va être une paire assez volatile. L'euro GBP par contre, voilà, là on est sur un niveau de prix technique, je dis bien technique, très intéressant. On est non seulement proche de la moyenne mobile à 200 jours, comme vous pouvez constater, mais également en haut du biseau ascendant. Alors cette figure, ce biseau ascendant, aboutit généralement à une cassure haussière. Mais est-ce que le prix est prêt à casser à la hausse? Moi je ne pense pas, je pense que le signal sera donné, il faudra faire attention, lorsqu'on aura la divergence haussière. Bon, depuis ces points bas, vous voyez que on n'a pas réellement de divergence haussière. Le momentum est haussier, le prix est haussier. Voilà, donc à mon avis, on aura cette cassure qui sera signalée auparavant par une divergence haussière lorsque le prix sera revenu à un support. Donc par exemple, si on a le prix qui baisse et que le momentum continue à augmenter, ça sera le moment de s'intéresser aux positions acheteuses. Mais pour le moment, voilà, je pense qu'il n'y a pas grand chose, il n'y a pas de stratégie acheteuse à mettre en place. En tout cas, l'analyse technique montre le prix sous des niveaux de résistance, que ce soit le prix de 2017, la moyenne mobile à 200 jours. Voilà, donc si on a une accélération de l'inflation, ou même une inflation qui est inchangée, ça serait positif pour la livre sterling. Et donc l'euro GBP reviendra probablement tester sa moyenne mobile à 50 jours assez rapidement, puis le support à 0,8760.
Alors, je passe sur le GBP Yen. GBP Yen, c'est également une paire qui m'a l'air assez intéressante. Alors, tout va dépendre encore une fois des chiffres d'inflation, mais quand on voit le Yen Index, on regarde ensemble le Yen Index. Voilà, le Yen Index, qui est, là on est sur graphique mensuel, hein, donc sur 5 ans. Voilà, sur 5 ans, vous voyez que le cours est dans un range hein, depuis, on va dire, la mi-2017. Il est dans un range. Et voilà, on est sous cette résistance. Donc globalement, l'analyse technique suggère une baisse du Yen Index, un repli. Si on n'a pas de cassure, enfin le signal, on pourra poursuivre les positions acheteuses sur le yen si on a la cassure. Mais tant qu'on n'a pas la cassure, le prix est sous résistance, il y a plus de chances que le prix baisse. Voilà, que le prix échoue. Donc voilà, le GBP yen, si on a une accélération de l'inflation, là le GBP yen concrètement on est potentiellement sur un niveau de prix très intéressant. On est sur un moyen mobile à 200 jours et sur un prix technique qui est 148,55. Donc voilà, pourquoi pas s'intéresser, je dis bien s'intéresser, à cette zone d'achat. Voilà, si on a une jambe de hausse, une divergence aussi en H4, ça pourrait être un signal permettant de rentrer sur le marché. Mais pour le moment, on peut voir que c'est clairement un couteau qui tombe, ce GBP Yen. Donc voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose à faire à court terme sur le GBP Yen, en tout cas pas à l'achat. Maintenant, on arrive dans une zone intéressante qui, voilà, je pense euh, qu'il faut garder un œil au cours du GBP Yen d'ici les prochaines séances. Enfin, cette semaine, faudra surveiller cet actif parce que si on a une jambe de hausse, si on a une impulsion haussière depuis cette moyenne mobile, ce serait clairement un signal haussier. Voilà, donc GBP Yen assez intéressant quand même, mais voilà, on n'a pas de signal encore, on n'a pas de signal aussi. On arrive sur des supports, mais on n'a pas de signal. On va regarder également le GBP CAD. GBP CAD, alors, vous voyez qu'il atteint une résistance. Euh, bon, pour moi, le GBP CAD, il n'y a pas grand chose à faire à court terme. À noter, non, on n'a pas de divergence. Nous n'avons pas de divergence, donc on n'a pas grand chose à faire. Donc là, on va faire tous les paires en GBP, hein, étant donné que, enfin, les paires majeures, devises majeures avec le GBP, étant donné que, voilà, le GBP, c'est un petit peu l'annonce de la journée. Donc, on va continuer avec le GBP NZD. GBP NZD. Alors là, après avoir atteint 2, à peu près 2, hein, on a une sous-performance du GBP, donc on a le NZD qui surperforme depuis le début de l'année, concrètement. Bon, je pense d'un point de vue technique, on est assez limité sur le GBP NZD. Donc voilà, on a un bon niveau de support qui est 1,90, qui est un seuil psychologique. Maintenant, le RSI est toujours orienté à la baisse, la MACD également. Donc c'est possible qu'on enfonce ce support. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire pour un moment sur le GBP NZD. Le GBP AUD, alors là il atteint une forte zone de résistance, ce qui est assez intéressant. Vous voyez que c'est ce plus haut, ce plus haut et ce plus haut. Donc celui-là est un petit peu plus bas, mais on peut voir que c'est une zone de résistance entre 1,77 et 1,80. Alors, en hebdomadaire. En hebdomadaire, il me semble qu'on a une divergence. 1,78,17 pour 1,78,24. Donc on a une légère divergence baissière. Le RSI, comme vous pouvez voir, qui marque qui est baissier. Et là, on vient de le constater, on a ces deux prix, ces deux pics sur le RSI qui, sur le prix, sont haussiers. Donc on a une divergence, et même sur MACD, c'est un petit peu plus visible. On a une divergence qui est en train de se mettre en place sur le GBPUD. Ce qui suggère donc une surperformance de l'AUD, et donc, normalement, qui est créée par l'or. Donc, et l'or, on sait qu'on a une force relative qui donne un bénéfice à l'argent. Donc, bah ça rassure un petit peu ma conviction sur la hausse de l'argent et de l'or sur du moyen long terme. Et maintenant plus sur l'argent que l'or.
Mais donc voilà, GBP/UD, on a concrètement une divergence baissière. Je pense que le GBP/AUD peut clairement revenir chercher ce plus bas hein, de janvier à 1,70 à peu près. 1,7150, ça me semble largement possible. Maintenant, en termes de ratio risque-rendement, voyons un petit peu ce qu'on a. 372, 463, bon, c'est un ratio risque-rendement positif. Maintenant, bon, c'est un petit peu, c'est pas autant que le gaz ou l'argent. Voilà. On a un ratio risque-rendement. Maintenant, encore une fois, je vous rappelle, ça va dépendre, bien évidemment, de l'inflation britannique. Mais je pense que le GBP/UD, voilà, il y a peut-être quelque chose à faire, mais bon, c'est pas non plus très conséquent. Et enfin, le GBP/CHF, qui est peut-être plus intéressant que le GBP Yen ou voilà, vous voyez, GBP/CHF, c'est pareil. Moyenne mobile à 200 jours, on a une divergence haussière qui commence tout juste à se mettre en place. Vous voyez que le RSI, bon, faudrait qu'il rebondisse à ce niveau-là, mais vous voyez que le point bas a été fait le lundi 5 février, alors que le prix est en dessous, est inférieur. Donc voilà, concrètement, on est dans ce canal linéaire. Canal linéaire, on est dans la borne basse, moyenne mobile de 100 jours, bref. Tout comme le GBP Yen, faut surveiller cette zone. Faut surveiller cette zone qui est non seulement la moyenne mobile, mais également la base du canal ascendant et le RSI qui va potentiellement faire une divergence. À l'image un petit peu ce que j'aimerais voir, ça serait quelque chose comme cela. Vous voyez, là on a un RSI qui est haussier. Sur le même temps, on a des prix baissiers. Donc voilà, c'est pas la moyenne mobile à 200 jours. Vous voyez que c'est pas parce que le cours atteint la moyenne mobile à 200 jours, qu'il faut acheter le GBP. Mais c'est là où il faut commencer à s'intéresser. Vous voyez, parce qu'on est dans une tendance haussière globalement. Donc là, vous voyez, on a la cassure, le début de la divergence qui est en train de se créer. Et hop, on a finalement le mouvement haussier qui se poursuit. Voilà, donc c'est un petit peu ce même scénario que j'attends. C'est pas parce que le cours atteint la moyenne mobile à 200 jours qu'il faut directement payer le GBP. À part si vous êtes sur du long terme et vous avez un objectif ambitieux, peut-être que, on va dire 1,40. Mais dans le cas contraire, pour optimiser le point d'entrée, je pense qu'il faut attendre clairement la jambe de hausse, la divergence. Voilà donc pour le GBP, on continue. Alors j'ai des questions sur le gaz, si je peux revenir sur le gaz. Alors je vais revenir après parce que du coup j'ai des questions depuis le début sur les indices. Donc voilà, je vais revenir après sur les matières premières. Le NZD, USD, USD/CHF, l'euro UD, alors USD Yen, oula, d'accord. Alors je continue sur le forex. Oula, l'USD Yen, oui, qu'enfonce qu'enfonce ce support. Pourquoi? Eh bien parce que bon, déjà on a une petite baisse du dollar, mais c'est pas réellement c'est pas à cause de ça, c'est surtout à cause du yen. On peut le voir le yen qui voilà, hier et ce matin progresse plus 1% ce matin. Je pense pas qu'il faut s'en inquiéter pour le moment. Je pense pas qu'il faut s'en inquiéter. Encore une fois, regardez. Certes, on a cette bougie, mais si on regarde ici, on avait clairement une bougie baissière en intraday, et pourtant, on a eu un marteau inversé qui en est ressorti. Et le marteau inversé, vous savez que c'est un signal haussier. Donc, voilà, prudence en intraday. Le RSI revient sur un support également, donc c'est clair que c'est inquiétant. Mais bon, pas de précipitation. Voilà, pas de précipitation tant qu'on reste dans le range. On reste sur un prix d'entrée intéressant. On est à la base. Le ratio risque-rendement est plus que positif, que vous soyez rentré à 108 ou à 109. 108 ou 109, si vous avez un moyenne mobile à 200 jours, on est sur un niveau de prix où vous avez un ratio risque-rendement de toute façon positif. Voilà donc pour l'USD Yen. L'USD/CHF, pareil, hein. Vous voyez qu'on a une petite baisse du dollar aujourd'hui, donc ce qui fait remonter toutes les autres devises. Mais voilà, l'USD/CHF, je pense clairement qu'il toujours ma conviction haussière jusqu'à 0,95. Voilà. Faut vraiment, je pense, avant de prendre une décision, faut vraiment attendre l'inflation. Si demain on a l'inflation américaine qui ralentit, dans ce cas-là, on pourra oublier le DXY à 91 à la moyenne mobile à 50 jours.
on pourra oublier ce scénario-là. Et donc l'USD-CHF, voilà, l'USD redeviendra tout simplement la devise à shorter. Vous vous en souvenez, la devise qui était la plus baissière, alors que toutes les autres devises étaient haussières, eh bien c'était le dollar qui était à la baisse. Je ne sais pas si vous vous en souvenez en 2017, quand on faisait le bilan en 2017, on avait toutes les devises qui étaient haussières, sauf le dollar. Eh bien, concrètement, si on a un ralentissement de l'inflation demain aux États-Unis, c'est le dollar. Ça ne sera plus des stratégies acheteuses, ce sera des stratégies vendeuses qu'il faudra appliquer. Et donc l'euro-dollar, on pourra acheter, l'AUD-USD également, etc., etc. Voilà, donc ça va dépendre clairement de l'inflation. Donc pas de précipitation. Le NZD, c'est pareil. On peut voir qu'il rebondit. Il rebondit. Donc oui, c'est inquiétant. Encore une fois, attendons l'inflation avant de prendre une décision. L'Eurostoxx, donc on passe aux indices. Le DAX. Ah pardon, j'ai oublié l'euro USD. Je termine avec l'euro USD et ensuite je passe aux indices. L'euro USD. Alors, il n'y a pas grand chose à... c'est pas très intéressant sur l'euro USD. En ce moment, on est un petit peu au milieu de nulle part. Au vu de mon analyste technique. On a une petite divergence baissière qui est en train de se mettre en place. Bon, maintenant elle est encore très loin d'être validée. On a cette moyenne mobile à 20 semaines qui fait office de support, comme on peut constater. Bon, moi l'euro USD, j'ai pas une réelle conviction. L'euro USD, c'est clairement un actif qui évolue en range dès que le DXY va consolider ou va baisser. Parce que l'euro et l'AUD sont vraiment peut-être les deux principales devises qui vont s'apprécier le plus lorsque le dollar va se déprécier. Bon, là on a une légère surperformance de l'euro, comme on peut constater depuis 2017, on a une surperformance de l'euro. Maintenant voilà, à ce niveau de prix là, je pense qu'il n'y a pas grand chose à faire. Par contre, si l'euro USD revient vers sa moyenne mobile à 200 jours, là par contre ça sera un prix d'entrée encore une fois intéressant pour se positionner sur du long terme et miser sur une surperformance de l'euro. Michel, euro-yen, toujours haussier? Oui, je suis toujours haussier. Vous voyez que le cours revient sur cette moyenne mobile. Oui, encore une fois. Pourquoi? Parce que le yen est sous résistance. Donc voilà, le yen index sous résistance. Pour moi, voilà, si on n'a pas, tant qu'on n'a pas cassure, je préfère croire à un scénario de baisse. En tout cas, l'analyse technique suggère cela. Dès qu'un prix est sous résistance, il y a plus de chances théoriquement que le cours se replie, à part s'il y a une forte volatilité. Voilà. La volatilité, c'est l'ennemi des supports et des résistances. Ou même de tous les indicateurs, hein, globalement. Donc voilà, je passe sur les indices. Le CAC à 5120, le support à payer, c'est 5088. On peut voir en fait ce yen qui progresse, c'est simplement une hausse de la version pour risque ce matin. Yen progresse, franc suisse qui progresse, les marchés actions européens qui reculent ce matin, le CAC qui perd 0,87, l'Eurostoxx 1%. Mais on revient sur des niveaux de prix, je dirais, potentiellement très intéressants. Enfin, très intéressant, oui, plutôt intéressant sur du swing trading moyen terme. L'Eurostoxx, c'est les 3003. À court terme, 3336, ça se paye. Le CAC, c'est 5000 points. À court terme, les 5083 se payent. Vous pouvez voir cette zone. Le DAX, c'est les 12 000. Et à court terme, les 12 078. Voilà, ça, c'est ces 6 niveaux clés de moyen, donc 3 de moyen et 3 de court terme, sont intéressants pour passer à l'achat. Parce que faut pas oublier quand même que, bon, même si on a la volatilité qui a augmenté, on a quand même des fondamentaux qui sont extrêmement solides. Donc, pour le moment, j'ai du mal à voir pourquoi je shorterai les indices plus bas. Pourquoi le DAX reviendrait à 11 ou 10 000. Honnêtement, j'ai du mal à trouver une raison. Étant donné qu'on a des très bons facteurs fondamentaux, des très bons chiffres fondamentaux en zone euro. Surtout que maintenant que en Allemagne, il y a une coalition qui est formée, ça renforce le projet européen. Donc les investisseurs sont, je dirais, plus rassurés que ce qu'il y avait il y a un mois ou 4 mois. Voilà. Donc, moi j'ai du mal à justifier un short du DAX
par exemple, sous les 12 000. Pour le moment, en tout cas, je vois pas réellement, j'ai pas réellement de raison. À part si l'euro, demain, il progresse jusqu'à 1,30. Dans ce cas-là, oui, il y aura une forte baisse. Mais d'ailleurs, vous pouvez voir que l'euro rebondit, ce qui fait pression sur les indices européens. Mais voilà, si l'euro est stable autour des 1,25, il n'y a pas réellement de raison pour que le DAX ou le CAC s'enfonce plus bas que ce qu'on a connu il y a la semaine dernière ou il y a 2 semaines. Alors intraday, DAX, Catherine, moi pour l'intraday, honnêtement, ce que je peux vous conseiller, c'est de regarder les points pivots. Vous regardez les points pivots, en plus des seuils qu'on a devant nous sur ce graphique, on a suffisamment, je pense, de niveaux clés. Si vous regardez les points pivots, pour moi c'est, je pense, le meilleur indicateur de support-résistance en intraday. Après, je ne sais pas vous, si vous avez d'autres indicateurs que vous préférez. Bon, eh bien écoutez, n'hésitez pas à me le dire hein, pour que je jette un coup d'œil. Mais voilà, en intraday, regardez par exemple hier, support-résistance, le pivot, le R1 journalier. R1 journalier qui fait office de résistance. Le pivot, vendredi, le S1, vous voyez, où le cours a rebondi. Bon, ensuite il est enfoncé, hein. C'est pour ça qu'il y a des S2 et des S3. Mais comme prise de bénéfice, comme seuil de stop et de take profit, je trouve les points pivots assez efficaces. Alors maintenant, ça ne suffit pas. Les points pivots, faut combiner cela avec un oscillateur, avec des signaux techniques. Voilà, soit du chartisme, soit des indicateurs de momentum. Voilà. Les points pivots tout seuls ne suffisent pas. C'est ni plus ni moins que des supports et des résistances. Voilà donc un petit peu pour Catherine hein. En intraday. Tant que l'euro fera pression, ça fera pression sur les marchés indices. Enfin, tant que l'euro sera haussier, pardon, excusez-moi. Tant que l'euro sera haussier, ça fera pression sur les marchés actions européens. Donc l'euro SOX, le CAC, le DAX. Voilà. Et encore une fois, l'euro est drivé par le dollar à court terme. Et le dollar réagira à l'inflation américaine. Donc globalement, demain pourrait être non pas seulement un catalyseur pour le dollar, mais également pour l'euro et les indices mondiaux. J'ai écrit un article par ailleurs dessus hier sur le CAC 40 qui indique que le principal catalyseur cette semaine en zone euro pour le CAC ou le DAX, c'est l'inflation américaine. Parce que voilà, cette baisse qu'on connaît sur le marché action, l'Eurostox, la baisse depuis les plus hauts, ça a été dû à la spéculation au début du mois quant à une accélération de l'inflation et donc une accélération du rythme de hausse des taux de la Fed. Ouais, donc je reviens sur le gaz. Le gaz qui est techniquement sur un niveau de prix technique intéressant. Vous voyez, on est ce prix-là a été testé à 5 reprises. Août 2016, novembre 2016, février 2017, décembre 2017. Et là, nous sommes en février 2018. Et vous voyez que voilà, c'est un niveau de support qui n'a pas été dépassé depuis un peu 1 an et demi, on va dire. Depuis 1 an et demi, donc voilà. Le risque ratio, risque rendement semble assez intéressant quand même. Pour viser les 3 dollars, ce serait déjà un très bon prix. Pour les points pivots, vous prenez la même période que le graphe en cours ou la période supérieure. Et si graphe, alors les points pivots normalement c'est alors le point pivot à la base c'est un indicateur intraday et il a été ensuite il y a eu des autres versions qui ont fait des points pivots pour l'hebdomadaire, pour le graphique journalier, etc., etc. À la base, les points pivots, si vous regardez sur internet, c'est par rapport au prix de clôture de la veille, au prix plus haut, plus bas, d'ouverture et de fermeture. Et ensuite, il y a eu des versions qui ont été créées, point pivot hebdomadaire, point pivot mensuel, etc. Donc, je pense que oui, c'est possible d'utiliser en hebdomadaire. Maintenant, je ne sais pas ce que ça vaut, étant donné que c'est pas l'indicateur. L'indicateur n'a pas été créé pour l'unité de temps hebdomadaire ou mensuelle. Son utilisation est répandue sur l'intraday. Voilà.
Donc peut-être que ça marche sur l'hebdomadaire, honnêtement j'ai pas réellement essayé. Donc voilà, vous me direz si ça marche. Mais bon, les points pivots à la base ça a été créé vraiment pour l'intraday. Donc voilà, écoutez, je pense qu'on a fait le tour du marché. Moi je n'ai rien d'autre à rajouter. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser sur les réseaux sociaux. En attendant, je vous souhaite une excellente journée. Je vous donne rendez-vous demain, même heure, même salle de training pour le prochain point de marché. Encore une fois, soyez prudents ce matin avec l'inflation britannique. GBP Yen, GBP CHF qui arrivent sur des niveaux assez intéressants, mais c'est pas pour autant qu'il faut passer à l'achat aujourd'hui. Il faut attendre des signaux haussiers. Donc voilà. Voilà un petit peu pour résumer. L'argent qui a une performance probable à venir d'ici les prochains mois face à l'or. Le gaz sur un niveau de support assez intéressant. Et pour le dollar, eh bien attendons demain avant de prendre quelconque décision. Voilà, excellente journée à vous. À demain pour mon prochain point de marché. Et sinon, à tout à l'heure sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me tweeter, voilà, à discuter avec moi. Je serai normalement disponible.